Bienvenue à votre émission Santé pour tous et ravi de vous retrouver pour ce numéro qui sera consacré à la fistule obstétricale. Chaque jour, 800 femmes meurent des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement dans le monde. Pour ce qui concerne les pays en voie de développement, ce sont 2 à 3,5 millions de femmes qui sont touchées par la fistule obstétricale. En outre, toujours dans les pays en voie de développement, 50 000 à 100 000 nouveaux cas sont recensés chaque année dans cette partie du monde. Pendant que la situation n'est pas reluisante dans les pays en voie de développement, pour ce qui concerne les pays développés, la maladie a quasiment disparu. Au cours de l'émission, nous allons parler des symptômes, des causes, du traitement, de la prévention de la fistule obstétricale. Et pour en parler, nous recevons le docteur Itengre Ouedraogo, chirurgien et président de l'association ARENA. Également sur ce plateau, nous avons M. Marcel Saoura, qui est membre de l'association ARENA et qui représente aujourd'hui la responsable du volet réinsertion sociale, toujours au niveau de l'association ARENA. Sans plus tarder, nous allons nous rendre du côté de la régie pour suivre un élément à partir de la rubrique à la loupe. À la suite d'un accouchement, Rosalie constate une perte constante de ses urines. Admise au centre médical Renaissance pour des soins, le médecin décide d'une intervention chirurgicale après avoir diagnostiqué une fistule obstétricale. À quelques minutes de l'intervention, elle se sent rassurée, nous confie-t-elle. Son souhait le plus ardent est de recouvrir la santé. Je suis là ce matin pour l'intervention, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que je me dis que je vais avoir la santé. Ce que je demande ce matin, c'est que l'intervention se passe bien, que je recouvre la santé. Conduite au bloc opératoire, elle est prise en charge par une équipe médicale. Après quelques vérifications, place à l'intervention proprement dite. Et en moins d'une heure de temps, l'opération de Rosalie est terminée. Elle est ensuite conduite dans la salle d'hospitalisation pour la suite des soins. Selon le chirurgien, l'opération s'est déroulée sans incident et Rosalie devrait recouvrir totalement la santé dans de brefs délais. L'intervention s'est globalement très bien passée. Cette intervention fait partie de ce que nous classifions en prenant en compte un certain nombre de facteurs comme une fistule intermédiaire. Donc globalement, ça s'est bien passé et nous pensons qu'en principe, la femme doit récupérer son intégrité sans difficulté. Si le traitement de la fistule obstétricale nécessite une intervention chirurgicale, il faut cependant tenir compte de plusieurs facteurs pour sa réussite. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent quand même dans la réussite des interventions chirurgicales. Nous savons que nous catégorisons les fistules en trois groupes. Il y a les fistules dont la réparation est catégorisée comme simple, il y en a dont la réparation est catégorisée comme intermédiaire et il y en a qui sont compliquées. Le taux de réussite est supérieur chaque fois durant la première intervention. Plus le nombre d'interventions augmente, moins le taux de réussite est. Alors, dans des mains bien entraînées, nous savons que pour les fistules jugées simples, le taux de réussite est proche de 100%. Alors, je vais parler des statistiques que nous avons à ARENA et nous savons que, en ce qui nous concerne, généralement pour les réparations simples, nous sommes à 100%. Et pour les réparations jugées modérées, nous sommes entre 90 et 95%. Maintenant, les réparations complexes, avec des multiples facteurs qui l'environnent, nous tournons autour de 75%. Voilà, donc, comme je disais, le taux de réussite est bien dépendant de la complexité de la réparation. Dans certains cas, la guérison nécessite plusieurs interventions chirurgicales.
C'est le cas de Dame Giro qui a dû subir 9 interventions avant d'être complètement débarrassée de la fistule obstétricale. Dès le début de la maladie, j'ai fait le tour de plusieurs hôpitaux. J'ai même subi 8 interventions sans succès. C'est dans ce centre médical La Renaissance que j'ai subi la 9e intervention et cela a marché. Si toutefois la réparation s'avère complexe à cause du type de lésion qu'a subi la patiente, l'équipe médicale peut recourir à d'autres options de soins. Dans ce cas de figure, le consentement de la patiente est requis. Il faut savoir qu'il y a différents degrés de lésions ou de blessures. Et il y a des blessures qui se produisent à tel point que la vessie éclate et qu'il n'y a pratiquement plus de tissu de vessie pour réparer. Il y en a qui se produisent à tel point que tout l'urètre, la partie de l'urètre est détruite. Alors, tous ces mécanismes complexes, y compris le mécanisme du sphincter qui contribue à aider, peut être détruit. Dans ces cas-là, il y a des opérations de détour qui peuvent être faites. Il y a des opérations qui consistent à dériver ou à dévier l'urine en constituant une poche avec les intestins. Et donc, à partir de ce moment, c'est la partie de l'anus qui va servir en même temps comme porte évacuatrice de l'urine. Et quand nous avons mis tous ces facteurs ensemble, la majorité des femmes que nous avons interrogées qui ont bien compris ont refusé d'avoir leurs urines dérivées. Alors, nous disons merci à la régie pour cet élément. Bienvenue, Dr Itengre Ouedraogo. On a pu suivre dans l'élément. Vous avez mené donc une intervention chirurgicale sur la fistule obstétricale. Mais d'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est? Comment on peut définir cette maladie? Alors, merci bien, madame, pour cette opportunité de parler de la fistule obstétricale ce soir. Alors, la fistule obstétricale, il faut la définir de la manière la plus simple possible comme une communication entre la vessie et le vagin de la femme, mais qui se produit au cours de l'accouchement. Il faut dire également que nous disons communication entre la vessie et le vagin parce que c'est le plus fréquent, mais ça peut être une communication entre le rectum et le vagin ou les deux. Et dans l'élément, on voit que vous avez évoqué plusieurs types de fistules obstétricales. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, effectivement, en fonction du degré de la blessure qui va se produire, ça peut être une simple communication, ça veut dire une blessure légère. Et donc, c'est ce que nous catégorisons de simple. Ça veut dire le mécanisme qui contrôle même l'urine n'est pas vraiment suffisamment blessé. Et la compression qui a été à l'origine de la fistule n'a pas eu le temps suffisant pour blesser les tissus qui environnent. Donc ça, c'est un cas simple. Nous avons parlé des cas qui sont intermédiaires ou modérés. Là, c'est un degré supérieur encore de lésion. Et nous avons parlé des cas complexes qui vont englober une plus grande perte de tissu de la vessie, du vagin, voire même de l'utérus et d'autres organes qui les environnent. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître la maladie? Vous avez dit que la fistule, c'est une blessure. Je comprends en des termes simples, c'est une plaie. Est-ce qu'on peut dire que c'est une plaie? Alors, disons plutôt que une plaie, mais disons plutôt un trou. Un trou, d'accord. Voilà. Au niveau entre les deux organes. Elle va se présenter comme un trou qui permet le passage de l'urine de la vessie directement au vagin. Donc, la femme va consulter parce qu'elle va se manifester comme ça par la perte des urines. Ça, c'est les symptômes. Voilà, c'est le symptôme principal. En général, la femme consulte parce qu'elle perd constamment les urines et elle est incapable de contrôler cette perte d'urine-là. Ça veut dire dès que la vessie est pleine... Non, elle ne se remplit même pas. Ça veut dire que le trou existe là-bas de la vessie qui normalement devrait retenir l'urine.
le trou va de la vessie directement au vagin. Donc, quand les reins produisent de l'urine qui descend à la vessie, ça descend directement. Donc, c'est un écoulement constant de l'urine. Tant que la femme, elle boit du liquide. Exactement. Elle ne fait qu'évacuer. Elle ne fait qu'évacuer. D'accord. Mais est-ce que c'est la seule forme? Est-ce que la maladie a plusieurs formes ou bien c'est la seule forme? En général, quand nous parlons de la fistule obstétricale, en tout cas, il y a, comme je disais tantôt, il y a cette communication de la vessie qui fait une perte d'urine, mais il y a la communication du rectum au vagin également qui va faire que là, c'est une perte de sel par le vagin qui n'est pas contrôlée non plus, ou une combinaison des deux. Ça veut dire qu'une femme peut avoir les deux à la fois. Exactement. Elle n'arrive plus donc à contenir ni les urines, ni les sels. Comme il y a des femmes également atteintes de fistules qui vont souffrir de l'un ou de l'autre. Exactement. Ça veut dire que la combinaison se vérifie autour de 10%. La communication entre le rectum et le vagin, c'est autour de 15%, isolé. Donc, c'est le plus fréquent, c'est la communication entre la vessie et le vagin. Et vous avez parlé donc des symptômes, les manifestations. On va dire, qu'est-ce qui provoque cette maladie-là? Quelles sont les causes de cette maladie? Pour être direct, la cause essentielle de la fistule obstétricale, c'est un travail d'accouchement prolongé, avec une obstruction qui est à l'origine de la production de la fistule obstétricale. Alors, ça c'est la cause principale. Maintenant, il y a des facteurs qui contribuent à cela. Et parmi ces multiples facteurs-là, il faut citer, par exemple, les mariages précoces qui permettent donc la femme... Pourquoi les mariages précoces? Parce qu'en général, il peut arriver que le bassin de la femme n'est pas mature. Ce n'est pas assez bien formé. Exactement. Et donc, il peut avoir un conflit parce que l'enfant est un peu plus gros pour passer par le bassin. Donc, c'est plus fréquent quand le bassin n'est pas mature. Exact. Il y a les mutilations génitales à un certain degré qui contribuent à resserrer la filière génitale de la femme. Quand vous parlez de mutilation génitale... Ça veut dire qu'il y a l'excision. Quand on parle de l'excision, il y a des différents degrés voilà, qui produisent des complications, qui produisent des cicatrices vicieuses et qui vont contribuer également à limiter le passage et conduire donc à l'obstruction. Voilà. La malnutrition, depuis l'enfance, ça retarde logiquement le développement même de la jeune fille. Et donc, déjà... Qui va se retrouver dans un mariage précoce. Exactement. Et donc, ça, c'est des facteurs qui contribuent à tout ça. Bon, on ne va pas oublier des facteurs tels que la pauvreté, l'ignorance, qui contribuent à tous ces facteurs. Mais la cause essentielle, c'est le travail d'accouchement prolongé qui nécessiterait une césarienne à temps et qui ne l'aurait pas eu. Oui. Et si vous me permettez, je continue juste pour dire pourquoi le travail d'accouchement prolongé. Parce que quand l'obstruction se produit, la normale, c'est que à cause des contractions de l'utérus, quand le travail d'accouchement se produit, les contractions de l'utérus vont pousser la présentation de l'enfant, la partie de l'enfant qui se présente, et progressivement, il va passer par la filière génitale de la femme pour un accouchement normal. Alors, dans les cas où il y a les facteurs favorisants, comme ce que je viens de mentionner, il y aura un conflit de passage. Et le plus fréquent, c'est que ce soit la tête qui vient. Mais il peut arriver que l'enfant est mal positionné, etc., et il n'arrive pas à passer. Que ce ne soit pas la tête. Mais... Voilà. Ça peut être la tête, mais peut-être que la tête est bien un gros enfant ou la tête est grosse, ça ne peut pas passer, c'est la même chose. Mais il peut arriver aussi parce que l'enfant est peut-être placé transversalement ou en tout cas une autre mauvaise position. Et ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du bassin, quand la partie de l'enfant qui se présente arrive,
et qui ne peut pas passer, il va comprimer la vessie avec l'os qui est juste devant. Et plus le temps passe, ça comprime les vaisseaux qui amènent le sang normalement qui alimente ce tissu de la vessie. Et comme il a comprimé, il a coupé le sang qui arrive, ce tissu va mourir. Les tissus de la vessie Les meurent. tissus de la vessie. Et logiquement avec la partie vaginale qui est là. Donc ce tissu mort que nous appelons escarre, il va tomber 2, 3, 4 jours après. Et donc ça laisse toute cette communication, tous ces trous là-bas et les urines sortent. Voilà, c'est qu'ici c'est avec le rectum, le mécanisme est pareil. C'est la compression qui va couper l'afflux du sang et le tissu va mourir. Et ça, c'est la lésion principale que nous observons et qui retient l'attention. Il faut dire que dans 90% environ de ces femmes-là, l'enfant vient déjà mort. L'enfant également, on ne peut pas... Effectivement, parce que c'est l'enfant qui souffre à cause de cette compression. Voilà. Donc, globalement, voilà comment se produit la fistule dans la partie la plus visible et pour laquelle la femme va venir. Mais autour de ça, il y a tout un complexe. Et nous disons que la fistule obstétricale affecte l'être entier de la victime. D'accord. Quand vous dites qu'elle affecte l'être entier, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Alors, je veux dire d'abord que sur le plan anatomique, nous avons parlé de ce trou qui est la communication. Mais il y a d'autres organes qui entourent. Vous avez entendu parler de la sciatique, par exemple. Les gens qui ont douleur due à la sciatique, par exemple. Oui. Alors, au cours de cette compression, ce même nerf va être comprimé chez la femme. Et plus le temps passe, plus il est aussi coincé. Et donc, c'est des femmes qui vont se présenter après avec des douleurs intenses. Elles peuvent être paralysées durant longtemps. Elles peuvent attendre 3 à 6 mois après pour récupérer la fonctionnalité des membres. Donc, elles ont besoin d'une rééducation fonctionnelle après. Il y en a qui ne récupéreront jamais la fonctionnalité du membre à 100%. Cette même compression va blesser des nerfs qui habituellement innervent la vessie. Donc, si la blessure est vraiment complexe, vous pouvez après fermer les trous, mais la vessie ne fonctionne pas comme elle doit fonctionner. Ça, c'est sur le plan anatomique, ce qui entoure tous ces organes. Sur le plan psychologique, en général, ces femmes ont tendance à souffrir de dépression. Oui. Et jusqu'à 40% des femmes, même après qu'on ait fermé le trou et qu'elles ne perdent plus des urines, elles pensent toujours... Ça veut dire après l'intervention? Exactement. Elles pensent toujours à se suicider. Des idées suicidaires? Exactement. Parce que c'est des femmes qui ont vécu un traumatisme sévère. Elles ont été isolées, elles ont été humiliées et tout ça, ça joue sur leur vie. Ouais. La procréation peut être compromise en fonction du degré de la lésion qui va se produire. Donc voilà un certain nombre de facteurs qui entourent tout ce problème que nous disons fistule obstétricale. D'accord. Alors, Monsieur Saoura, Marcel, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que Dr Itingré vient d'ajouter sur la maladie qui peut entraîner donc des idées suicidaires, peut-être dues à la honte, parce qu'on l'appelle aussi maladie de honte. Bon, évidemment, parce que vous voyez, quand la fistule survient, que les urines coulent sur une dame, elle se sent malheureuse. Diminuée. Humiliée dans le sens que elle ne peut pas aller au marché, elle ne peut pas aller partout, elle se sent isolée. D'abord, elle-même, elle s'isole à cause des pertes d'urine là. Et maintenant, par la suite, même, c'est son entourage même qui l'isole à cause des horaires de ses urines, à cause de tout ce qu'elle vit là. Ça fait qu'elle ne peut qu'être marginalisée à cause de tout ça. Donc, vous voyez que
la fistule là même entraîne un corollaire de problème même à ces dames-là. Oui. Qu'on ne pourrait pas finir d'en parler, rien que c'est ça. Alors, docteur Itengre, parlant du traitement, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut traiter la maladie? Est-ce qu'on peut en guérir? Parce que dans l'élément, on a vu qu'il y a eu une intervention qui a marché apparemment. Mais de l'autre côté, il y a une dame qui disait qu'elle a subi 9 interventions. Comment en est-on arrivé là pour ce qui est du traitement? Effectivement, en ce qui concerne la fistule obstétricale, il faut dire qu'elle est évitable et certainement nous pourrons en parler. Une fois qu'elle est installée, il faut dire qu'elle est traitable. Et comme nous disons, en fonction de la complexité et de l'expertise des chirurgiens, on a des résultats qui sont supérieurs à 90% des guérisons. Alors, donc, elle est traitable, la fistule obstétricale. Nous savons qu'autour de 10% de ces cas-là subissent des lésions aussi graves comme ce qu'on expliquait quand on suivait l'élément, que la réparation classique ne marche pas, il faut utiliser des techniques bien plus complexes. Mais le reste des cas sont traitables. La dame qui a parlé de plusieurs interventions, elle a effectivement raison, parce que c'est une des caractéristiques de ces femmes qui peuvent effectivement avoir besoin de plusieurs interventions. Mais un élément important, c'est que la plus grande chance de guérison se trouve avec la première intervention. Et c'est pourquoi il est essentiel que ces femmes-là aient le contact avec des spécialistes dès la première intervention. Parce que plus le nombre d'interventions augmente, plus les tissus sont réduits et plus il est compliqué d'avoir une guérison. Voilà. Donc, c'est normal que ça arrive dans le contexte. Parce qu'il faut dire que la fistule, peut-être qu'en disant juste le nom de la maladie, ça semble simple, mais c'est une chirurgie délicate. Et quand on opère, on traite une femme victime de fistule obstétricale sur le plan clinique, parce que nous disons, et certainement nous en parlerons, nous disons que les traitements doivent être holistiques. Mais sur le plan, sur le plan d'abord chirurgical, il faut avoir en tête 3 principales choses. Le premier objectif, logiquement, c'est fermer ces trous pour que la femme puisse contrôler ses urines ou ses selles. Mais en même temps, il faut avoir l'objectif de préserver sa vie sexuelle et réfléchir à sa vie procréative. Donc si elle est jeune, effectivement, elle peut vouloir encore faire surtout si elle a perdu l'enfant pendant l'accouchement. Surtout dans notre milieu. C'est vraiment important. Donc ces 3 éléments-là sont importants à prendre en considération quand on opère ces femmes. Voilà. Alors, et parlant du traitement, vous avez donc quel bilan est-ce que vous pouvez dresser? Ça veut dire, est-ce que en général les interventions se passent bien? Vous avez, en tout cas, des succès? Voilà, je voulais d'abord dire qu'actuellement, en termes de succès, en tout cas, la communauté des chirurgiens de la fistule obstétricale, nous sommes en train d'essayer de redéfinir que veut dire succès. Parce qu'il y a le succès depuis la perspective du chirurgien. Nous pensons que la médecine centrée sur la personne doit évaluer le succès à partir de la perspective de la patiente. Tout à fait. Et pas seulement celle du médecin. Exactement. Et j'ai parlé des 3 éléments que nous devrions prendre en compte. Alors, donc, sur le plan chirurgical, tout simplement, comme je le disais tantôt, au niveau des ARENA, par exemple, nous pouvons prendre les statistiques que nous avons. Pour les va revenir sur ARENA. Voilà, bon, ok, mais pour vous dire que, globalement, pour des mains expertes, le taux de guérison est supérieur à 90% quand on prend toutes
complexité confondue, on tourne autour des 75-80. Voilà. Et maintenant, je peux dire donc avec ces éléments-là que oui, effectivement, la femme qui a la fistule et qui se présente dans un service qui les prend en charge peut être confiante de sortir au moins en souriant. D'accord. Et pendant également, l'élément que nous avons suivi vers la fin, vous l'avez dit, puisque vous étiez en avant, vous avez dit qu'il y a des femmes qui refusent que leurs urines soient dérivées. Hein? Pourquoi cette situation-là? Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Lorsque vous parlez d'urine dérivée, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Et puis, pourquoi des femmes refuseraient-elles que leurs urines soient dérivées? Alors, quand je parlais de la complexité de la fistule, je disais qu'il y a environ 10% de ces femmes affectées par la fistule qui présentaient des lésions complexes où les organes sont tellement détruits qu'on ne pouvait pas réparer la vessie pour les permettre de maintenir la manière normale d'uriner. Dans ces cas, je disais qu'il y a d'autres techniques bien plus poussées et la plus utilisée, c'est recréer une vessie à partir de l'intestin. Et là, ça signifie le plus souvent que l'urine, la femme les selles et les urines vont passer par le même mécanisme. Ça veut dire qu'elle va uriner par l'anus. Ah. Alors, ces interventions, bien qu'elles soient rapidement vues comme salvatrices, ne sont pas sans complications. Et par politique, nous ne la prenons pas à la légère. Nous prenons un certain nombre de facteurs. D'abord, les facteurs cliniques, les complications possibles qui peuvent venir à la femme sur le temps, mais également l'environnement. Et c'est important, l'environnement est important. Et je vous mets juste un exemple. Au Niger, quand nous arrivons à expliquer aux femmes, elles comprennent et disent non, je ne veux pas uriner comme une poule. Ah. Donc, par contre, dans d'autres sociétés, elles l'acceptent quand elles comprennent. Mais voilà les réponses que nous avons eues, par exemple, là. Au niveau du Burkina également, nous avons eu des femmes qui étaient à ce stade-là. Mais par politique, nous prenons le temps de converser plusieurs fois avec la femme. Parce que sous la souffrance causée par la fistule, dès que vous lui dites, il y a une telle technique, si on vous la fait, le problème est réglé. Elle va dire oui, je veux seulement la santé. Mais quand vous essayez avec elle 2, 3, 4 fois, vous vous rassurez qu'elle a compris. Et nous, par politique, si la femme a compris et elle dit qu'elle accepte, nous cherchons l'environnement immédiat. Peut-être le mari, les parents. La mère. Bon, je vais faire la parenthèse pour dire qu'en général, les maris de ces femmes-là ne sont pas à côté. Voilà, malheureusement, elles sont abandonnées. Ils ne sont jamais à côté. Quand la maladie survient. Voilà. Donc, mais nous faisons l'effort de trouver surtout les mamans ou les papas qui sont là, ou en tout cas les proches parents, pour expliquer la technique. Parce que nous sommes dans un environnement culturel complexe et il y a on a dit. Oui. Voilà, donc nous nous assurons que tout ça soit bien compris. Et nous nous assurons surtout que c'est des femmes que nous pouvons suivre. Parce qu'il y a des complications potentielles sur le long terme. D'accord. Alors, parlant du traitement, on voit qu'il y a des interventions chirurgicales. Mais est-ce qu'il y a possibilité de ne pas passer par l'intervention chirurgicale et pouvoir recouvrer donc sa santé? Si c'est une fistule obstétricale établie, non. Il faut forcément... Il faut opérer. À l'exception, il y a, si la fistule se produit, elle a moins d'1 centimètre et elle est découverte à temps, ça veut dire dans les premières 24-48 heures, ce que nous faisons, nous pouvons placer une sonde, c'est-à-dire un tuyau, voilà, et qui permet que
l'urine sort par là-bas. Ça va permettre au tissu de la vessie de se reposer. Il n'a pas à se contracter. Et donc, sur environ 3 à 4 semaines, nous pouvons avoir une guérison. Voilà, mais ça, c'est des petites fistules découvertes véritablement très tôt. Est-ce que vous avez ces cas souvent? C'est fréquent ou bien ils sont rares? Pas fréquent, c'est des cas... En général, quand ça arrive, c'est déjà compliqué. Exactement. D'accord. Voilà. Et parlant donc du traitement toujours, est-ce que il est gratuit ou bien il faut débourser combien pour avoir accès à ce traitement-là? Oui. Personnellement, je n'aime pas le mot gratuit et je suis à Impact TV, donc j'espère que vous allez me permettre de dire ça. Et un missionnaire nous a dit un jour que même le salut n'est pas gratuit, quelqu'un a payé. Voilà, donc j'utilise cette expression avec en tout cas mes patientes pour leur faire comprendre. Alors, la fistule obstétricale, vu même les mécanismes de production, on sait que ces femmes n'ont pas les moyens pour payer pour ces soins. Alors, au niveau de la communauté internationale, il y a eu en tout cas un cri et le Burkina n'est pas resté en arrière et on a déclaré quand même de rendre gratuit ces soins à ces femmes. Et donc, nous sommes alignés sur ce volet afin pour vraiment faire des soins qui ne sont vraiment pas aussi simples que ça. Il faut dire que c'est des soins coûteux. Oui. Mais ces femmes n'ont pas à payer pour ces soins. Elles les reçoivent complètement gratuits. D'accord. Voilà. Et nous allons encore nous rendre du côté de la régie pour suivre un élément toujours sur la fistule obstétricale. 2 millions de femmes touchées par les fistules obstétricales dans le monde, notamment dans les pays en voie de développement, et 1000 cas recensés au Burkina Faso chaque année. Une situation qui préoccupe et qui ne pouvait pas laisser l'association ARENA indifférente, d'où l'initiative du jour de la commémoration d'une manière particulière à travers diverses activités menées du côté de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou. Informer les gens parce que comme on l'a dit, c'est une maladie honteuse et nous savons qu'aujourd'hui, en matière de santé, quelle que soit la maladie, on commence d'abord par les remèdes de grand-mère ou de grand-père avant d'aller dans les centres de santé. Donc c'est le but vraiment pour inciter les gens à aller vers les centres de santé, poser leurs problèmes pour une prise en charge adéquate. Parce qu'avec le développement de la technologie, tout se guérit, en tout cas, sauf quelques rares cas, en tout cas on accompagne les malades au lieu souvent de rester. Nous voyons souvent que les gens partent à l'hôpital à la dernière minute auquel on ne peut rien. Tandis que si c'est tôt, la prise en charge permet de reprendre ses activités. C'est ainsi que ces femmes qui ont été touchées et qui sont venues au centre, ils ont eu la réparation et ils sont intégrés dans la vie comme si rien n'y était. Donc vraiment, c'est pour sensibiliser les gens. Si sur le plan mondial, ils ont pris en charge en disant que d'ici 2030, on voulait que cette maladie-là soit rayée de notre carte. En tout cas, c'est dans ce sens aussi que nous jouons notre petite partition pour l'atteinte de ces objectifs, pour le bénéfice de la population de Burkina. Pour la marraine, le pasteur Hortense Karambiri représenté, c'est un véritable honneur pour le choix porté sur sa personne. En cette cérémonie, dont elle salue l'initiative du docteur Itengre Ouedraogo de l'association ARENA et toute son équipe en vue de répondre à un des objectifs de la dite journée. Pour que la fistule obstétricale soit éradiquée avant 2030, et c'est la date fixée par les Nations Unies pour mettre fin à la fistule. Cela est possible et je crois en la capacité de ARENA et des autres structures semblables à s'engager encore davantage dans la prévention et dans la prise en charge des femmes victimes de fistules.
Et pour ce combat, ARENA peut compter sur notre soutien multiforme. Et la première et la plus importante forme reste la prière, où Dieu vient toujours supplier les faiblesses de l'homme. Aussi, à travers le mouvement des femmes de destinée, dont je suis la première responsable, nous pourrons aussi mobiliser des compétences, développer des initiatives pour accompagner les actions de ARENA. Le combat contre la fistule mérite d'être mené au regard des souffrances qu'endurent les femmes victimes. Je cite, l'abandon par le mari, l'abandon par sa famille et sa marginalisation par sa communauté. La fistule réduit le pouvoir socio-économique de la femme et partant l'appauvrissement de sa famille et sans oublier sa faible, voire son implication dans la gouvernance et le développement local. C'est pourquoi j'encourage l'élan de ARENA et j'appelle le gouvernement et les bonnes volontés à soutenir ces actions pour accroître ses capacités de prise en charge des services de réinsertion sociale. Une activité à double sens, à savoir la semaine régionale du vivre ensemble, selon la délégation spéciale de l'arrondissement qui invite toutes les personnes sans oublier la presse présente à cette cérémonie à être des relais dans la lutte contre la fistule obstétricale qui peut être guérie à travers des soins gratuits. Alors, Dr Itengri Ouedraogo, l'association ARENA, parlez-nous de cette association-là, comment elle est née? Alors, l'association Renaissance ARENA est créée depuis fin 2015, mais n'a effectivement... Ça fait déjà 10 ans. Oui, mais elle n'a effectivement commencé son travail au Burkina qu'en 2018. Voilà, ça c'est juste des questions de calendrier. Alors, il faut dire qu'il y a des questions quand même qui sont des éléments qui motivent toujours. Voilà, et ça faisait quelques années déjà qu'on était engagé dans la prise en charge des femmes victimes de fistules obstétricales à l'extérieur. Et on a quand même senti ces cris de cœur de mettre à la disposition de notre chère nation un peu les compétences quand même que nous avions, parce que le Burkina est confronté à la même situation. Voilà. Et voilà comment l'association Renaissance est née depuis. Et elle fait son petit bonhomme de chemin. Effectivement. Monsieur Voilà. Saoura, Marcel, au niveau de ARENA, vous vous occupez du volet réinsertion. On l'a entendu dans l'élément. Concrètement, comment se passe la réinsertion au niveau de ARENA pour les femmes qui sont guéries, bien sûr? Merci. Effectivement, au sein de l'association Renaissance, il y a une responsable qui s'occupe de ce volet-là. Elle est empêchée, c'est pourquoi je la représente aujourd'hui. Mais au sein de notre association, comme le docteur Itengri l'a dit tout de suite et vous l'avez entendu, la prise en charge est multidimensionnelle. Comme vous l'entendez, ce n'est pas seulement que le côté chirurgie. Voilà. Et nous avons dit tantôt que les femmes sont rejetées parfois par leur propre mari, parfois par la famille, parfois par la société, à cause de la puanteur des urines, à cause de tout. Et elle-même, elle s'isole elle-même. Même après la guérison, pour qu'elle puisse se ressaisir, c'est très difficile. Et c'est pourquoi d'ailleurs, l'association a tenu à intégrer tous ces aspects-là dans la prise en charge-là, d'où la création de ce volet réinsertion. Et dans la réinsertion, il faut aider la femme à avoir confiance en elle-même, à croire qu'elle est capable d'être utile même à elle-même, à sa famille et même à tout le pays. C'est pourquoi, au sein de l'association Renaissance, nous avons mis beaucoup d'accent pour aider ces femmes-là
à ressaisir. Et qu'est-ce que nous faisons là-bas dans ce domaine-là? D'abord, il y a beaucoup de domaines, beaucoup d'activités. Elles produisent du savon, elles apprennent à faire du savon, elles apprennent à faire du perlage, hein, elles apprennent à faire de la couture. Hein, Beaucoup d'activités. Voilà. Et d'ailleurs, nous avons dit d'emblée même qu'elles sont traumatisées. Et comme elles sont traumatisées, pour qu'elles prennent confiance en elles, l'association Renaissance a envoyé des gens se former, hein, pour les aider à guérir même de ces émotions-là, la guérison des cœurs blessés. Oui. Voilà. Donc, on a formé des gens pour aider les femmes-là à savoir même que leur solution-là, leur problème-là n'est pas fini. Même après la guérison, ils peuvent être utiles. Et effectivement, depuis la mise en place de ces activités-là, on sent de la joie. On sent, en tout cas, de la renaissance même sur le visage même de ces femmes. D'où le nom Renaissance, voilà, au niveau de l'association. Effectivement. Oui, d'accord. Voilà, donc, et quel est le bilan que vous pouvez dresser par rapport donc à la réinsertion? Beaucoup de femmes ont pu être réinsérées sur le plan social, peut-être économique. Évidemment. Parce qu'il y a... Est-ce qu'il y en a qui ont pu réintégrer, par exemple, leur ménage? Voilà. Oui. Repartir chez leur mari. Je pense que si vous faites un tour, vous allez vous rendre compte que tout récemment, il y a une de nos femmes qui a convié même les malades et les qui sont au centre là-bas à son mariage. Ah, voilà. C'était même un baume de joie même pour tout le centre, vous voyez. Elles sont reparties même à son mariage. Et voilà, les images existent, je ne sais pas si vous les avez eues ou pas encore, mais en tout cas, ces femmes-là... C'était vraiment la renaissance. Voilà, elle a retrouvé de la joie, elle a retrouvé son foyer et elle s'est mariée et on a été conviés. Très bien. Voilà, et ce n'est pas que ça. Il y a des femmes qui sont après, puisque le docteur disait de tenir compte de la procréation aussi dans la réparation de la fistule là. Il y a des femmes qui ont eu des enfants après même la réparation de leur fistule. C'est possible de procréer après la guérison? Évidemment, évidemment. C'est pourquoi la réparation de la fistule, là, il faut tenir compte de tous ces aspects, même au niveau du vagin, là, pour remettre tout ce qui peut être mis en place pour que la progression soit facile. Il y en a qui sont revenus, même accoucher même au centre là-bas. Très bien. Voilà. Donc, pour la réinsertion, il n'y a pas que ça. Il y a des femmes qui ont appris de la couture et qui ont ouvert des ateliers. Des ateliers de couture. De couture, et qui forment des gens et qui emploient d'autres personnes aussi. Donc, ils participent au développement du pays. Tout à fait. Donc, vous voyez. Voilà. Et il y en a qui produisent du savon et qui en vendent. Et il y en a qui cousent des habits, comme celle dont je dis là. Il y en a qui sont au centre encore en train d'apprendre de la couture. Voilà. Il y a beaucoup de choses que nous faisons pour les aider. Félicitations et bon courage. Alors, docteur, pour ne pas en arriver là, sur le plan préventif, qu'est-ce qui peut être fait pour éviter la fistule obstétricale? Merci. C'est vrai qu'on dit communément prévenir vaut mieux que guérir. Tout à fait. Et évidemment, les actions préventives sont essentielles en ce qui concerne la fistule obstétricale. Nous disons, pour ne pas trop compliquer, que l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive est importante pour que nous puissions prévenir la fistule. Et quand nous disons soins de santé sexuelle et reproductive, ça englobe un certain nombre de facteurs dont la femme a droit. Et elle doit avoir accès à cela. Ça veut dire que, d'abord, nous avons parlé des facteurs qui favorisent. Donc, la femme, elle a droit à ne pas être mariée tôt. Oui. Voilà. Et non au mariage des enfants. Non au mariage des enfants. Elle a droit à ne pas être mutilée. Voilà. Nous disons ce qui est déjà fait, c'est fait. Mais non maintenant parce que nous savons que ça crée des problèmes. Voilà. Donc, il faut arrêter. Et quand il
il y a une grossesse, le suivi prénatal est un facteur important. Ce qu'on appelle les pesées. Oui, voilà. Parce que ça permet à la sage-femme d'identifier un certain nombre de facteurs et qui peuvent orienter la conduite pour l'accouchement. S'il y a des difficultés, elles peuvent être décelées. Voilà, exactement. Et surtout, l'accès à ce que nous appelons les soins obstétricaux et néonatales d'urgence. Ça, c'est essentiel. Ça veut dire que dès qu'il y a une difficulté, que la femme ait accès à ces soins. Il faut dire que pour chaque femme, pour 100 femmes qui prennent une grossesse, il y a 15 qui vont avoir une complication. Et on ne sait pas c'est qui. Ouais. Et comment. Voilà. Et donc, il faut avoir dans les dispositifs du système sanitaire, c'est-à-dire l'accessibilité vraiment à ces soins obstétricaux et néonataux d'urgence là. Et plus essentiellement, en ce qui concerne la fistule obstétricale, l'accès à la césarienne. La césarienne. Voilà. Si nous sommes capables, dès que nous détectons l'obstacle, la femme a accès à une césarienne dans le délai et bien faite, nous évitons la fistule obstétricale. Pour que le travail ne dure pas. Exactement. Et qu'il y ait un impact sur la vessie. Voilà. Et tout le reste. Je vais profiter juste pour dire, parce que c'est vrai, il faut toujours contextualiser. Nous sommes dans des pays où souvent l'information passe mal parce que on m'a dit, voilà. Que voilà, je crois que le représentant qui parlait, il a parlé de remèdes des grands-mères et ça. Et la césarienne, ce n'est pas une mauvaise chose quand elle est bien indiquée et bien faite. Elle est salvatrice. L'autre chose, c'est que l'accouchement assisté est essentiel pour prévenir. Un accouchement assisté permet, vous savez, au-delà de 12 heures, on parle déjà d'un travail d'accouchement qui est prolongé, voilà. Et donc, quand le travail d'accouchement va au-delà de 12 heures, même si la femme a accouché, il y a une possibilité de lésion de la vessie. Si la sage-femme arrive à placer juste une sonde, même si elle n'a pas vu de perte d'urine, elle place une sonde, elle met la vessie en repos. Et même s'il y avait une petite compression, c'est-à-dire que les tissus, comme il y a eu le repos, les tissus se reposent et la guérison se produit. Mais tout ça, il faut que la sage-femme puisse avoir accès. Si elle n'a pas accès à la bonne dame, elle ne peut rien faire. Et souvent, quand nous entretenons avec certaines de nos patients, on dit, bon, le problème est arrivé, on a dit à ma belle-mère, elle a dit, bon, il faut laisser tomber. Même ma mère a accouché à la maison. Moi, j'ai accouché tous mes enfants à la maison et il n'y a pas eu de problème. Dommage. Bon. Voilà. Dommage. Donc, voilà un certain nombre de mesures qu'il faut prendre. Je crois que ce n'est pas des mesures qui sont compliquées. C'est vraiment faisable. Et nous pouvons vraiment prévenir la fistule obstétricale. D'accord. Alors, toujours concernant des conseils, est-ce que M. Saoura a des conseils à donner aux femmes? Bon, par rapport à la prévention, je pense que beaucoup est déjà fait. Mais il faut toujours en faire. Voilà. L'État continue de former des sages-femmes, tout ça. Mais l'accessibilité même aux soins demeure toujours un problème dans ce pays. Vous voyez, tout récemment, avec le problème d'insécurité que nous vivons, il y a des difficultés pour certaines femmes même d'avoir accès à des soins. Parce qu'il y a à cause de l'insécurité. Voilà. Parce qu'il y a des femmes, il y a de ces femmes-là qui, durant le problème de travail, il y a des zones qu'on dit que tu ne peux pas traverser, tu ne peux pas passer à cause de l'insécurité. Donc, sont obligés d'accoucher à la maison dans des conditions que nous déplorons. Donc, vivement que cette histoire d'insécurité-là puisse être réglée pour que ce problème-là aussi puisse trouver aussi une solution. Et je pense que même au centre, il y a de ces femmes-là qui sont là, qui ont été soignées.
et qui ne peuvent pas regagner leur centre à cause de l'insécurité. Donc il y a des PDI qui sont au niveau des arénas là. D'accord, vous accueillez des PDI. Qu'est-ce que cette journée représente pour l'association Arena, le 23 mai de chaque année? Le 23 mai est vraiment a été déclaré comme une journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale. Et pour nous, c'est une opportunité de réflexion autour de tous les enjeux qui sont liés à la fistule obstétricale, mais également une opportunité de sensibiliser la population et de mobiliser des leaders d'opinion autour de toute cette question. Parce que c'est vrai, nous pouvons sensibiliser la population, mais il faut que des leaders soient impliqués. Parce qu'il faut qu'il y ait des lois qui soient favorables au développement de la santé sexuelle et reproductive de la femme. Il faut une information qui puisse vraiment, comme diraient certains, impliquer tout le monde. Et là, les leaders d'opinion ont vraiment un rôle à jouer. Et justement, je pense que le 23 mai offre cette opportunité-là. Donc pour nous, c'est vraiment une journée importante autour de laquelle nous organisons un certain nombre d'activités. Et pour cette année, quelles sont les activités qui sont prévues? Toujours dans le cadre de la sensibilisation. Effectivement, cette année, le thème retenu est vraiment très intéressant et inspirant. Le thème pour 2025 est sa santé, son droit, forger un futur sans fistule obstétricale. Donc c'est vraiment un thème important. Et au niveau des arénas, nous avons cette année prévu, déjà ça a commencé, parce que nous mettons l'accent sur la sensibilisation. Donc nous allons déjà au niveau d'un certain nombre de secteurs à Ouagadougou pour faire des projections de films. Nous avons prévu des activités de sensibilisation au niveau de l'université Thomas Sankara et Joseph Kizerbo. Nous avons vraiment été soutenus par le réalisateur Sekou Sidibé, plus connu comme Inspecteur Rock, qui a produit le film Nyandbanga. Et vraiment, Maladie de la honte. Voilà, il nous a facilité ce film. Le film a été projeté lors du FESPACO, mais il nous a facilité ce film pour faire des projections en guise de sensibilisation. Et vraiment, ça, c'est un coup de main que nous saisissons cette opportunité sur votre plateau pour encore saluer. Alors, le 23 mai, nous allons culminer. Cette année encore, c'est au niveau de la délégation spéciale de l'arrondissement 11. Et alors, cette année encore, notre activité est présidée par le président de la délégation spéciale. Et nous avons reçu vraiment l'offre de parrainage du professeur Dao Blami, qui est vraiment un illustre professeur de gynécologie obstétrique bien connu au Burkina Faso, et qui est également l'administrateur de la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens pour l'Afrique et pour la Méditerranée orientale. Et vraiment, j'ai saisi l'opportunité en tout cas pour dire que vous êtes les bienvenus. Merci pour l'invitation. Voilà. Et nous allons terminer cette émission avec la dernière rubrique consacrée à la nutrition. Mieux manger, bien se sentir. Alors, docteur, lorsqu'on souffre de la fistule obstétricale, est-ce qu'il y a un régime particulier ou bien la patiente, elle peut tout manger? Alors, dire on peut tout manger, c'est trop. Mais il faut changer d'habitude alimentaire. Voilà, non, en fait, il n'y a pas lieu de faire, par exemple, des restrictions dans l'alimentation. Non, il faut plutôt recommander un équilibre dans l'alimentation. Alors, vous savez que la fistule obstétricale a un impact vraiment dans la question justement nutritionnelle de la patiente. Et ce que nous recommandons en tout cas, c'est qu'elles aient accès à une alimentation hyperprotéique. Et ça va aider à la récupération.
Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il faut manger des aliments qui soient en tout cas riches en protéines. Comme quel aliment? Et il faut la viande. Voilà, ça peut être fait avec de très bonnes soupes, pas obligatoirement n'importe quelle viande, mais il faut en tout cas la viande. Les minéraux, à part les aliments hyperprotéiques, les minéraux c'est important et vous avez cet apport-là avec des fruits, c'est très important. Nous recommandons à ces femmes de boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Mais en général, quand la maladie est là, et avec le traumatisme, elles ont peur. Oui, effectivement, c'est un peu contradictoire, mais plutôt c'est avantageux pour elles. Pour vous dire juste un exemple, quand une femme victime de fistule obstétricale, en réalité, dépense les petits moyens qu'elle a dans l'achat de pain. Oui. Parce que le fait de ne pas boire l'eau, l'urine devient concentrée. Cette urine concentrée, au-delà de même blesser ses parties intimes, détruit ses habits et dégage une mauvaise odeur. Pourtant, quand elle boit, ça lave complètement et ça ne détruit pas. L'urine devient moins concentrée. Voilà. Donc, nous recommandons en tout cas qu'elle boive beaucoup d'eau. Voilà. D'accord. Et Monsieur Saoura, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je pense que ce que le docteur a dit est bien, mais je pense, comme il l'a dit, il n'y a pas au-delà de la viande, il y a beaucoup dans notre contexte, l'haricot, le poisson, il y a pas mal d'aliments, en tout cas riches en protéines, tout ce qui peut être pris pour renforcer, en tout cas, son immunité, il faut le prendre. Et notamment, ça, je ne parle que d'ARENA. Les malades que nous avons, il y a des malades qui viennent, dans un premier temps, on sent qu'elles sont anémiées. Pour les prendre, il faut qu'elles soient encore... Elles sont malnutries, on va dire. Oui, elles sont malnutries, donc il faut qu'elles reprennent un peu de force pour qu'on puisse même les prendre. Mais il y a de ces femmes-là qui sont là-bas aujourd'hui. Quand vous les voyez, bon, on sent qu'il y a beaucoup de l'amélioration. Voilà, elles viennent, on les reconnaît. Il y en a certaines même qui reviennent, même, on les revoit, on ne les reconnaît plus. Parce qu'elles ont pris du poids. Donc l'alimentation est très importante pour des femmes victimes de fistules. Sur ce, nous mettons un terme au temps qui nous était imparti pour cette émission consacrée à la fistule obstétricale. Je rappelle, nous avons eu comme invité le docteur Itengre Ouedraogo. Il est chirurgien et il est également le président de l'association ARENA. Toujours sur ce plateau, nous avons également reçu M. Saoura Marcel, qui est membre de l'association La Renaissance ARENA et qui est également du côté du volet réinsertion. Il a représenté sur ce plateau la responsable chargée de ce volet. Sur ce, nous vous disons merci pour nous avoir suivis et à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Santé pour tous. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé.